Tu veux qu'on commence direct par là? En soi, je me disais un petit peu commencer par voir quelques animaux et autres, tout en te posant au moins la première petite question. D'accord. On va se mettre là pour commencer. Ouais, pas de souci. J'expliquerai au niveau son après. Moi, je te suis. De toute façon, là, je vais passer 1 heure à te suivre. Parce qu'à partir du moment où on sera là-bas, les chiens ils vont se mettre à aboyer et là, ça va être plus compliqué de poser des questions. Ouais, je comprends bien, pas de souci. Moi déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier un petit peu tous de nous accueillir. Ça te dérange si je te filme ou il n'y a pas de souci? Pas de souci, ça marche. Donc je présente pour tout le monde Cyril qui nous accueille pendant 1 heure pour poser des questions. Donc nous-mêmes de notre côté, on a notre petite liste de questions qui est prête, comme je disais. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des choses à demander, si jamais vous voulez savoir plus, si vous estimez qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui serait intéressant à voir, vous n'hésitez pas et on va essayer d'y répondre autant que possible. Donc déjà dans un premier temps, comme j'ai dit, les petits remerciements. Je voulais remercier un petit peu tout le monde aussi, étant donné qu'actuellement on est à peu près à 3 000 € plus de dons en un jour. Merci. Donc très 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 propre. Nous-mêmes on s'y attendait pas en lançant tout ça. Donc on va venir un petit peu plus tard sur les chiffres et tout le reste, mais dans un premier temps, je voulais prévenir, moi-même je vais poser un petit peu des questions de néophytes, parce que j'estime qu'il faut répondre un petit peu à tous les niveaux. Oui, bien sûr. Mais l'organisatrice de l'événement, qui le pseudo est Mayonne, peut-être que tu l'as entendu, a travaillé un petit peu en tant que bénévole dans l'association, donc va permettre de poser aussi des questions un petit peu plus poussées. Mais on y viendra petit à petit. Oui, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, il faut répondre à tout le monde. Même, tu sais, les gens qui viennent ici, qui viennent adopter ce genre de choses, tu te rends compte qu'en fait, ils sont un peu perdus là-dedans. Et il y a beaucoup d'informations qui, nous paraissent simples. Et en fait, qu'il faudrait pouvoir donner à tout le monde pour être plus sensibilisé et renseigné sur la cause ou même les associations comme la SPA. Clairement. Dites-moi juste si vous pouvez me confirmer, est-ce que vous l'entendez bien dans le chat? N'hésitez pas à me faire un petit message. Si à la rigueur je me rapproche, je me mets juste à sa droite, ça sera plus simple. Donc oui, moi je voulais commencer par poser une première question qui peut sembler bête, mais qui j'estime est justifiée. Pas de question bête. Exactement. Est-ce que vous n'accueillez que des chiens et des chats? Parce que moi, en général, quand je pense à SPA, je me dis ça va être que des chiens, chats. Alors, non. On accueille aussi tout ce qui est rongeurs et lagomorphes. Alors, lagomorphes, c'est les lapins, parce que les lapins ne sont pas des rongeurs. Ils ont une paire de dents d'incisifs supplémentaires qui font qu'on les appelle des lagomorphes. Donc voilà, là actuellement on a un rat, on a des cochons d'Inde, des lapins, un hamster et on peut avoir des souris, des orthodons, tout ça. Malheureusement ici à Gennevilliers on n'est pas apte à accueillir les reptiles et les oiseaux, mais dans les SPA c'est possible et il y a une SPA entière qui est faite pour les chevaux. Je ne sais plus où exactement elle se trouve, mais c'est la plus grande SPA de France parce qu'elle accueille des chevaux. D'accord. Et tout ce qui est équidé. Et dans certaines régions un peu plus campagne, il y a aussi tout ce qui peut être chèvre, cochon. Vraiment, en fait, ça peut être tous les animaux qui sont considérés de compagnie, entre guillemets. Mais à Gennevilliers, chien, chat, rongeur, lagomorphe. D'accord, ok. Ok, parfait. Si on peut commencer à faire un petit tour dans les environs. En attendant, si les modos, vous pouvez m'envoyer les prochaines questions comme on les a préparées. Vu que moi, si je quitte l'écran de Twitch, ça va vous couper le live, donc pas top. Donc ici, ce que tu vois, c'est les enclos où on met les chiens dans la journée pour qu'ils aient un peu plus d'espace que dans leur box. Il faut savoir que les chiens, on les sort une fois par jour, que ce soit en enclos ou en balade dans le parc qui est en face, le parc des Chantraines. D'accord, oui, celui que j'ai vu en arrivant. Voilà. Donc, ok. Ils sortent Vous dire, il est de l'autre côté. Ok. Au moins une fois par jour. Oui, au moins. Du coup, est-ce que parfois il y a des exceptions pour des chiens qui sont un peu plus énergiques ou... Oui, ça peut arriver, effectivement. Ouais, c'est traité, les animaux sont traités au cas par cas. Oui, il faut. Forcément. Ils ont tous des pathologies différentes, des passifs différents. Donc là, on rentre dans l'allée centrale des chiens. Ok. Donc là, le son va être un peu plus compliqué. Je m'en doute. Dès qu'on passe, en fait, les chiens ils sont un peu frustrés, ils ont des montées en excitation du fait qu'ils sont en boxe. Du coup, c'est pas méchant s'ils aboient, s'ils sautent un peu sur les grilles, c'est juste qu'ils essaient de se faire remarquer à leur manière. Forcément.
Donc là, tout ça, c'est des animaux qui attendent d'être adoptés, c'est bien ça? Ok. Là, vous avez par exemple Jodie, ici. Jodie, ça fait 5 ans qu'elle est là. 5 ans. Voilà. Ça fait 5 ans qu'elle attend. Et maintenant, elle a 12 ans. Donc, c'est un caractère qui est un peu compliqué, c'est une confiance qu'il faut petit à petit gagner, mais ça reste un chien qui est adoptable. Et juste pour préciser aussi, c'est pas une question de temps, du coup il y a des gens qui se posent la question de est-ce qu'on euthanasie les animaux, évidemment non. Par exemple Jodie elle est là depuis 5 ans et à aucun moment on s'est dit personne n'adopte du coup on l'euthanasie. L'euthanasie c'est que quand l'animal est en tellement grande souffrance, comme nous on le ferait pour nos propres animaux en fait, qu'on les arrête, mais en aucun cas on euthanasie pour faire de la place. Ok. Donc ouais, j'avais une question. C'est est-ce qu'il y a des limitations pour aller récupérer des animaux qui sont abandonnés, la distance, prioritaire par exemple si quelqu'un veut adopter l'animal avant la SPA, comment est-ce que c'est géré? Les abandons, c'est-à-dire... Imaginons on a un animal qui semble être abandonné. Est-ce que si quelqu'un, je ne sais pas, n'importe quel particulier ou autre dit j'ai voulu m'inscrire pour récupérer cet animal, est-ce que si la SPA veut le récupérer en amont, pour faire en sorte de lui trouver une famille plus recommandable, entre guillemets, est-ce que la SPA est prioritaire? Ou c'est vraiment selon l'arrivée de l'animal? En fait, déjà les abandons, c'est que nous on n'a pas le droit de prendre les animaux qui sont trouvés ou ce genre de choses. Les abandons, c'est vraiment c'est les propriétaires qui sont censés nous amener les animaux. Sinon, c'est la fourrière qui s'en occupe. Après, s'il n'y a pas forcément de limite de distance, nous on ne peut pas aller les chercher par contre. Il faut vraiment que ce soit les... D'accord. Enfin, il y a des cas où parfois, si c'est des gens, ils peuvent vraiment pas se déplacer, on peut envoyer des bénévoles à la limite, mais il faut quand même faire tout le protocole. Mais en général, on ne se déplace pas, c'est vraiment aux gens de venir. D'accord, donc c'est vraiment, il n'y a pas de déplacement, la SPA, c'est les gens amènent les animaux directement sur le site. Ok. On me demande comment est-ce qu'on vérifie si l'animal est vraiment abandonné. Est-ce qu'il y a des conditions qui sont à respecter? Oui, comme je disais, c'est le propriétaire qui doit l'amener. On vérifie sa puce pour vérifier si c'est bien le propriétaire qui l'amène, parce qu'il y a le nom du propriétaire dessus. Du coup, on vérifie ça, on vérifie le carnet de santé, enfin, il y a beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, quand vous identifiez votre animal, il est identifié à l'ICAD. ICAD. C'est obligatoire à partir du moment où votre animal a plus de 3 mois. Il faut, si c'est pas fait, c'est considéré comme illégal, hors la loi. Du coup, admettons, vous n'avez pas identifié votre chat par exemple. Votre chat se barre, vous le perdez. S'il n'est pas identifié, la fourrière ne peut pas vous appeler s'il le retrouve parce qu'ils n'ont pas le numéro. Et surtout, si quelqu'un vous prend votre animal et l'identifie, ça devient son chat. Donc vraiment identifier vos animaux au-delà du fait que ce soit quelque chose d'obligatoire, c'est vraiment pour vous en fait. Ouais, s'il est perdu ou autre. C'est hyper important. Donc c'est pour ça que nous on vérifie ça quand les gens abandonnent leurs animaux. On vérifie tout de suite s'il y a la puce. S'il n'y a pas de puce, on essaie de se renseigner comme on peut. Voilà. Là il y en a un qui part en balade, du coup ça les excite un peu plus. On en a aussi sur les côtés. Il y a à peu près combien de surface c'est une question que je ne m'étais même pas posée, mais en général, vous pouvez avoir quelle capacité d'accueil? Plus d'une centaine de chiens. Là, je voulais te montrer l'intérieur un peu. Alors, si tu rentres, tu n'auras plus de réseau. Mais ça ressemble à ça, l'intérieur d'un chenil. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur, le sol est chauffé. D'accord. Si jamais il fait froid. Ils ont un accès intérieur, un accès extérieur. Donc, ça, c'est surtout pour l'hiver en général. Sol chauffé, tout ça. Et qu'ils puissent, la nuit, ils dorment forcément à l'intérieur. Mais voilà, c'est là qu'on leur donne à manger, à boire, etc. Ok, parfait. Mayanne qui nous dit c'est un beaucoup plus grand refuge que chez moi. En même temps, malheureusement, tu es à côté de l'Île-de-France, donc je pense que ça doit être terrible. C'est un des plus grands de France, Gennevilliers. Gennevilliers, c'est un des plus grands de France. Ouais, ok. Je sais plus, mais on est sur des questions d'hectares. Là aussi, on a un chien, il faut venir le voir plusieurs fois.
pour pouvoir l'adopter parce que c'est un chien qui a besoin de vraiment être en confiance avec ses maîtres. Normalement, l'adoption, ça peut être fait en une journée. D'accord. Mais pour certains chiens comme Taiga, c'est une question de temps. D'accord, donc oui, vraiment l'adoption est prise en compte selon le caractère de chaque animal. C'est vraiment pas un truc automatisé, enfin robotique. Non, c'est Du pas, genre, je veux vous un venez chien, vous servir. Voilà. Non, vraiment, là on va passer dans une autre allée pour que je puisse te montrer. Alors là, ça va faire du bruit. N'hésitez pas à m'envoyer une question suivante en attendant. Alors là, si vous voyez soit des collerettes, soit des bandages, c'est que les animaux ils viennent d'être stérilisés. Donc là, c'est une femelle, du coup, elle a un bandage et les mâles, ils ont la collerette. D'ailleurs, la stérilisation, c'est une des questions qu'on avait, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ça me permet aussi d'aborder la question suivante, du coup. Le suivi exact des animaux fait sur site, il y a quel suivi qui est fait en fait exactement? Suivi vétérinaire, ça c'est sûr. Suivi Tous les vétérinaire. animaux ont une fiche de soins. On note quelles croquettes ils mangent parce que les croquettes vétérinaires c'est important, notamment pour des chiens qui ont par exemple des insuffisances rénales, qui ont des maladies, etc. D'accord. Donc chaque animal a ses croquettes propres. Sinon, oui, en fait, il faut savoir que les agents, ils passent tous les jours nettoyer, donner à manger, etc. Ils changent tout tous les jours. Donc tous les jours, ils vont aussi regarder les selles de l'animal et voir s'il y a une diarrhée, s'il y a du sang, etc. Donc déjà, eux ont un premier regard là-dessus. Et si on a des chiens qui arrivent malades, ou des chats, hein, même, peu importe, le vétérinaire, il va avoir un suivi vraiment poussé sur l'animal, quoi. D'accord, donc au moins un suivi médical quasiment complet, quoi. Oui. Ok. Après, ça arrive qu'on ne voit pas absolument tout. Par contre, il faut savoir qu'il y a des maladies de collectivité. Là, les chiens, le fait qu'ils vivent quand même, ils sont chacun leur cage, mais ils vivent quand même tous ensemble. Donc il y a des maladies qui se propagent plus facilement que d'autres, notamment la toux de chenille. Donc c'est juste des chiens qui toussent. Et du coup, par exemple, quand il y a des gens qui veulent venir pour visiter avec leur chien pour faire une rencontre, on leur dit bien de vacciner leur chien contre la toux de chenille. Parce que ici, pratiquement sûr que si vous repartez avec un chien, il est possible qu'il ait la toux de chenille au moins pendant quelques temps. Donc c'est rien de grave, c'est le chien tousse, ça se soigne très vite. C'est juste que ici, ça se propage, quoi. Être vigilant, forcément, il y a des conditions qui ne se retrouvent pas ailleurs. Voilà. Ok. Pareil pour les chats, le coryza, ça se répand très très vite. Le coryza, c'est un gros rhume en gros. Et comme les chats vivent quand même en collectivité, ça se propage très très vite. Et c'est pareil si vous venez visiter. Donc il faut vraiment pas qu'on touche les animaux. Mais bon, Ça, les gens évidemment. le fassent. Donc si jamais vous le faites, ce qui n'est pas bien, lavez-vous bien les mains parce qu'au-delà de ça, certaines maladies qu'ont nos chiens sont transmissibles à l'homme. La teigne et la giardiose. Donc la teigne, ça donne des plaques, ça gratte et tout ça. La giardiose, c'est vous aurez une grosse diarrhée. Donc à vos risques et périls. Moi déjà, je culpabilisais un petit peu en venant ce matin parce que je me suis dit, mince, j'ai oublié mon masque. Je voulais vraiment pas prendre le moindre risque, que ce soit pour moi ou pour les animaux. Mais là, sur la route, malheureusement, j'ai réussi à absolument rien trouver. Non, il faut juste pas les toucher après. Ça, les toucher, pour moi, ça me semble presque évident. C'est évident. Là, je vais vous montrer les chalets des chats. D'accord. Alors, je vais montrer plutôt. On va rentrer dans le plus grand. Je vais juste regarder s'il y a quelqu'un pour pas déranger. On va rester un petit peu en arrière, nous. Ah, pardon.
Salut toi. Ça va? Ça va beau gosse? Oh là là. Ah, ça fait mal au cœur de voir tout ça, ça donne envie de tous les adopter. C'est là, Vinci. On va rentrer là. Ça va, Vinci? Avancez un petit peu. Vas-y, rentre. Donc voilà, on a Vinci là qui se balade. Donc un chalet, donc là c'est un petit chalet. Dans les autres grands chalets, faut imaginer qu'il y a plus de place. Ici, donc ces deux chalets on les a mis ensemble parce qu'ils ne voulaient pas être séparés, tout simplement. Normalement on ne met pas deux chats ensemble, mais là ils ne supportaient pas ça. Et ces deux-là, faut imaginer qu'on a quand même beaucoup de chats qui sont malades. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont abandonnés, notamment. Là, ces deux-là, ils ont le FIV. Donc le FIV, c'est l'équivalent du sida chez le chat. Donc c'est pareil, hein, ça se transmet que par rapport sexuel et par le sang. Donc c'est une maladie, pareil, que le sida qui... déficience immunitaire. Voilà. Donc c'est des chats qu'on évite de faire sortir. À partir du moment... il y a des vaccins du coup pour les chats qui existent contre la leucose, donc on appelle ça. Vaccin contre la leucose pour éviter ça. Donc les FIV à la limite, sortir c'est une possibilité. Et après on a le niveau du dessus qui est le FLV. Le FLV c'est vraiment, là ça se transmet par la salive. Et là c'est compliqué. Ça me fait venir deux questions. Déjà dans un premier temps, est-ce que ce sont des maladies généralement transmissibles à l'homme ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, le FIV pas du tout. Non, et puis vu comment ça se propage, il faudra y aller. Enfin, par exemple pour la salive et autres, voilà. Non, ça mais peut... pour le FLV, non, ça se transmet pas à l'homme. Là, c'est que des maladies entre chats. D'accord. Et ça me fait venir une deuxième question. Est-ce que en général, le fait que les gens qui viennent et entendent ce chat est malade, ça peut provoquer une appréhension? Oui, évidemment. Excusez-moi. Pas de souci. Truc qui vole. Oui, déjà, quand les gens connaissent pas le FIV et qu'on leur dit que c'est l'équivalent du sida, ça les bloque. Mais après, on est là aussi pour expliquer et sensibiliser, donc on leur explique, ça se transmet pas à l'humain déjà. Parce que j'ai déjà eu des gens qui me font mais je veux pas le sida. Je dis, ça va aller, vous n'êtes pas censé faire des choses à vos chats pour commencer. Mais ça se transmet pas à l'homme, effectivement. Je crois qu'il y en a une qui est en train de m'adopter. Et du coup, c'est juste que, en fait, si vous voulez, là, le chat il est FIV, il va être, ça va pas se voir. Un FLV c'est un peu plus compliqué, mais un FIV ça va pas forcément se voir, sauf quand il sera malade. S'il attrape quelque chose, ça va être plus fort, ça va attaquer plus vite. Forcément. Mais en dehors de ça, si le chat attrape rien, ça se voit pas. Donc voilà. Après, il y a d'autres maladies chez nos chats qui sont assez récurrentes. Donc le coryza, dont j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça se soigne assez bien. La gingivite, qui est une maladie qui attaque les gencives, ça peut être assez compliqué et surtout que ça peut être chronique. Sinon, je réfléchis à ce qu'on a. Mais c'est ce qu'il y a de plus récurrent. Ok. Donc là, pareil, la petite puce ici, elle est aussi fine. Du coup, j'avais une question suivante qui revient un petit peu à ce que je disais auparavant. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises pour s'assurer qu'une personne qui vienne adopter un animal est assez mature? Par exemple, à se dire l'animal est malade, je vais le négliger ou autre, savoir vraiment le caractère de la personne qui va venir récupérer. Alors, on fait remplir à l'accueil un formulaire déjà, D'accord. avec toutes les informations du foyer. Combien ils sont chez eux, est-ce qu'ils ont des animaux, est-ce qu'ils sont... Pour les chats, il y a une question sur le formulaire qui dit est-ce que vous êtes prêts à prendre un animal qui a des pathologies, parce que beaucoup de chats ont le FIV, malheureusement. Surtout abandonné, je présume. Oui. Et du coup, déjà, les agents animaliers lisent le formulaire, discutent avec la personne,
Et nos agents après estiment si la personne est apte ou pas à prendre que ce soit un chaton, un chat-five. Parce que là, par exemple, on est en pleine période des chatons. Tous les gens veulent des chatons. Et du coup, on donne pas des chatons à n'importe qui. Un chaton, c'est une responsabilité, c'est un enfant. C'est pas une peluche qui se garde seulement quand il est mignon et après on le laisse. Voilà, c'est ça. Et du coup, le chaton, c'est énormément, même le chiot, énormément de travail parce qu'il va tout tester. Il va faire toutes les bêtises possibles pour voir quelles sont ses limites. Il va pas vous laisser dormir, il va griffer, il va mordre, il va jouer. Enfin, c'est normal, c'est un petit qui apprend. Donc, mais les gens ne se rendent pas compte, les gens ils trouvent que c'est mignon, donc ils veulent ça parce que c'est joli, et en fait ils oublient qu'un chat ça peut vivre 20 ans. Et que le chaton, ça va être du travail. Donc nous, on discute beaucoup avec les gens et on essaie de bien leur faire comprendre ce que ça représente. Si on sent que le profil est OK, là, on veut bien montrer les chatons et on y va. Mais vraiment, on fait attention parce qu'on sait, il y a des gens, ils font 2 heures, ils viennent 2 heures avant l'ouverture pour avoir un chaton. Ils viennent à 8 h du matin et ils sont là, quoi. Et ils sont même pas sûrs de repartir avec un. C'est assez incroyable. Ouais, comme ça, hein. Donc voilà, donc les chats, et en plus quand on parle des chatons, on a aussi des chats très bien. Voilà, comme Beiki ici, qui demande que des câlins. Donc on a des très bons chats. Un bébé. Donc là, ce que vous voyez, c'est les chats à l'adoption. Parce qu'on a aussi le côté chat en quarantaine. Vas-y. Oups là. Un petit. Donc là, dans chaque chalet, donc les petits chalets, c'est celui-là et ces deux-là. Et celui-là, c'est un grand. Celui-là, c'est un grand aussi. Je vais regarder si on peut rentrer dans celui-là. Vous voyez, par exemple, les gens du coup, qui viennent pour adopter. Et là, on a un plus grand, tu peux passer la caméra là pour montrer. Est-ce que tu vas apprendre à ta machine? Juste avec la photo. Voilà, je l'ai là. Regardez. Il n'est pas grand, vous voyez, il a encore une tête de bébé en plus. Donc, Ça, regardez, ça fait du bébé. il faut pas trop grand, là. sinon il va pas être confiance. Une bonne vingtaine de cages dans celui-là. Donc ça, c'est tous les chats à l'adoption. Et on a aussi les chats à l'adoption en semi-liberté. Donc je vais les montrer. Semi-liberté. Ça me permet de rebondir sur la question suivante. Décidément, tu me fais des transitions toutes gratuites. Comment un animal est préparé pour réintégrer un foyer? On les prépare pas vraiment. D'accord. En fait là, malheureusement, on n'a pas l'espace pour faire mieux que ce qu'on fait là. Alors là, regarde, on va rentrer. Ah non, j'ai pas la clé. On va pouvoir voir de l'autre côté. Sinon, j'aurais montré, mais je sais pas si tu peux voir à travers la vitre. En fait, ça, c'est des chats qui sont craintifs. Donc, on leur laisse un gros espace. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Le focus a du mal à se faire forcément avec la lumière et la vitre. Mais on va pouvoir voir de l'extérieur. C'est des chats du coup qui sont craintifs et du coup qu'on met dans des espaces plus grands où ils sont pas obligés d'avoir le contact humain. Parce que là dans les chalets, ils sont en contact. Forcément, Mais tous les gens qui rentrent dans le chalet. c'est un peu compliqué comme question. Malheureusement, déjà on a un nombre d'animaux qui est assez important. Là on a une centaine de chiens, une centaine de chats. On peut pas, on n'a pas le temps malheureusement de prendre le temps pour chaque animal. Forcément. Donc on ne peut pas les préparer à une réhabilitation. Par contre, le fait qu'on discute autant avec les gens, qu'on prenne autant de temps avec les gens, ça nous permet de savoir que quand ils vont aller dans la famille, ça va être, ils vont avoir une famille qui vont lui permettre d'avoir le temps de s'adapter. La famille d'accueil est adaptée à l'animal. Voilà. Donc là on a du coup les chats craintifs. Là on en a un qui n'y est pas. Birlou. Je sais pas si c'est lui ou il s'en fout. Parce qu'il y a deux chats qui sont craintifs. Birlou. Bon, je crois
crois que c'est lui, mais il n'est pas craintif, lui. C'est juste qu'il est revenu 2 fois. Parce que il est tout gentil. Là, normalement, quand on l'appelle, il vient. Là, il n'a pas envie. Mais il est tout gentil, il fait ses câlins, tout ça. Et en fait, dès qu'il arrive à la maison, bah, il est un peu plus... Indépendant. un peu plus... Non, pas vraiment indépendant, mais en gros, il attaque pas. Mais il a tendance à sauter sur les gens, à vouloir à jouer un peu de façon violente. Du coup, ça a surpris les gens. Ça nous a surpris nous aussi, parce qu'effectivement, on l'a vu que comme ça. Et ça permet aussi d'apprendre que les comportements en refuge et à la maison ne sont pas les mêmes. Si vous pouvez m'envoyer la question suivante. Après, je vais te montrer les chats qui sont en quarantaine et l'infirmerie. Quand il dit en quarantaine, il y a une raison derrière Ouais, ils viennent d'arriver de fourrière en général. D'accord. Ou alors ils sont très malades et du coup on les met pas à côté adoption. Donc ici tu as tout ce qui est vétérinaire, mais on ne va pas trop... Juste pour montrer qu'il y a un cabinet. Et ici on a le côté infirmerie. Donc ici c'est les chiens qui ont véritablement besoin de soins. Ils sont à l'adoption, mais ils ont besoin de soins particuliers et du coup on les garde près de nous. Là par exemple, celui-là ici, il a une petite papate dans le plâtre. Il s'en fout d'ailleurs. Donc voilà. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 salles comme ça. Et les enclos, au-delà de servir d'espace pour les chiens pour qu'ils puissent se détendre un peu, c'est aussi là qu'on fait rencontrer les chiens aux adoptants. Donc là, par exemple, tu sais le petit chien qu'on a vu tout à l'heure, Ouais, la femelle stérilisée. là, elle est en rencontre avec une famille. Donc là, ce qu'on demande aux adoptants, c'est de s'asseoir. On ne veut pas qu'ils soient debout, ça ferait peur aux chiens, etc. Pour pas l'impressionner. On leur demande de s'asseoir D'accord. et d'attendre que le chien vienne vers eux. Ce qui peut prendre du temps. Et après de voir comment le chien réagit face aux gens, parce que des fois, les chiens, ils ont des têtes, ça arrive, et ils peuvent aimer une ou deux personnes de la famille, pas forcément tout le monde, donc on demande de voir comment le chien réagit, mais de pas prendre l'initiative d'aller vers lui, pour pas lui faire peur, pour pas le faire reculer ou ce genre de choses. Donc là, le chien, en fait, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il jauge son environnement, donc il va prendre les marques de l'enclos en sniffant, en reniflant partout. Et petit à petit, il va prendre, quand il va voir que les gens ne bougent pas, il va aller vers eux, normalement. S'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Donc c'est à la famille de s'adapter au caractère de l'animal et pas l'inverse. Oui, voilà. On peut faire de l'éducation sur des chiens, mais il y a des chiens... déjà, une race de chiens a des traits de caractère qu'on ne peut pas lui enlever. Par exemple, un border collie, ça va être dynamique. C'est rare qu'un border collie... j'ai jamais vu de border collie qui soit allongé, quoi. Donc il y a des choses comme ça. Et là par exemple, si on a un chien croisé, il faut bien prendre en compte le fait les deux races avec lesquelles il a été croisé. S'il est croisé Ratier et Jack Russell par exemple, il faut bien prendre en compte qu'il y a du Jack Russell dans ses veines, quoi. Donc ça va être un chien qui a besoin d'énergie, qui a besoin de se dépenser, autant mentalement que physiquement. Et le Ratier, c'est un petit chien par exemple qui aboie pas mal. Donc Ouais. On ne vient pas chercher simplement une peluche, hein. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir pour qui on vient. voilà. C'est pour ça qu'on demande aux adoptants de bien lire le profil avant de venir, ce qui est pas tout le temps le cas, malheureusement. Les gens ont du mal à comprendre, mais une race de chien, c'est hyper important. Par exemple simple, il n'y a pas longtemps, on a eu un bébé cavalier King Charles de 3 mois. Adorable, très mignon, c'est un petit chien, il fait cette taille-là, il ne fera pas plus grand que ça. On a reçu une centaine de mails pour ce chien, ce qui n'arrive pas pour les autres. Et un cavalier King Charles, c'est une race qui a été interdite de reproduction en Norvège
tellement en fait ça a de problèmes de santé qui rend la vie de ce chien une souffrance en fait. Ça a des problèmes cardiaques hyper importants, ils ont une vie qui est raccourcie à cause de ça. Et ça a des problèmes au niveau des yeux, des maladies qui en fait les font souffrir. Et du coup on a reçu une centaine de mails de gens qui voulaient un chiot mignon. Donc les gens qui connaissaient bien les cavaliers King Charles, on a lu leurs mails, etc. Les autres gens, on ne pouvait pas... Déjà, c'est impossible de répondre à 100 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'on ne leur répond pas, mais il faut bien imaginer que déjà en mail simple, on en reçoit, je ne sais même pas les chiffres par jour tellement on en a, donc déjà on essaie de répondre à tout ça, mais si on a 100 demandes pour un seul chien, c'est impossible pour nous de répondre à tout. Et surtout par mail, on ne peut pas savoir qui est vraiment derrière, quelle est l'intention de la personne. Voilà, donc après les gens ils nous expliquent, ils disent j'ai un jardin, machin et tout, très bien, après il faut quand même venir rencontrer le chien. Et les formulaires qu'on a gardés, du coup, à la limite, ce sont des gens qui connaissaient bien la race, qui sont bien conscients des problèmes de santé, parce que c'est une race qui a trop de problèmes pour les ignorer. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est rare qu'on reçoive autant de demandes pour un chien, sauf quand c'est un petit chien mignon que tout le monde veut. C'est pour ça que, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup on a très peu de petits chiens. Bah, je les ai surtout vus en plus dans la zone de quarantaine. Oui, voilà. Mais parce que ceux-là ont notamment des soucis, mais les petits chiens, en fait, dès qu'ils arrivent, en 2-3 jours, ils sont plus là. Si on a encore des petits chiens là-bas en adoption, c'est parce qu'ils ont des soucis de caractère. D'accord. Par exemple, on a un Jack Russell, il mord. Donc on ne peut pas le placer à n'importe qui, parce que comme il a peur, il attaque. Chacun se défend à sa manière, lui, il se défend de cette manière-là. Mais du coup, les petits chiens, en général, là, on a eu, il n'y a pas longtemps, on a eu des chihuahuas. Le chihuahua, le lendemain, il est parti. Ça tombe bien qu'on soit allé dans la zone des soins et autres, parce que j'avais une question là-dessus, la question suivante était là-dessus. Une des missions de la SPA, c'est de garantir des soins aux animaux des personnes les plus démunies, on va dire. Non ? Alors, pas les refuges. D'accord. Parce que ça, il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là aussi. On reçoit beaucoup de mails par rapport à ça aussi. Les refuges ne peuvent pas donner de soins vétérinaires aux animaux hors SPA. Et même les animaux qui viennent de la SPA, ils ont le droit 2 semaines après l'adoption, mais pas plus. Donc il faut se diriger vers les dispensaires SPA. Donc nous ici, le plus proche, c'est celui dans le 17e arrondissement. Mais les refuges ne peuvent rien faire. Donc il faut bien se diriger vers les dispensaires. D'accord. Ok. Bah oui, j'ai vu, Pendant ce temps, je rattrape un peu vos questions. N'hésitez pas, hein, dites-moi si vous entendez trop faiblement ou autre les réponses. Voir les chaleurs niaises. Ok. Alors je sais pas si la connexion va tenir, j'espère. On va voir, si ça tient pas à la rigueur, il y aura la rediffusion. Ok. Parce qu'il y en a qui sont venus streamer aussi pour voir et la connexion n'est pas tenue en haut. Il faut savoir que le bâtiment il date de 1903. Ah oui, quand même. À mon avis, s'il y a un missile qui arrive, on peut se cacher ici. Donc oui. Ici c'est la zone de quarantaine. Ok. Je vais juste faire une petite parenthèse aussi, parce que c'était encore une question que j'avais. Comme on a vu une petite femelle stérilisée, moi je me demandais personnellement, est-ce que la stérilisation est obligatoire ? Est-ce qu'une personne qui veut venir et dire je voudrais adopter un chien mais qui n'est pas stérilisé pour x ou y raison, j'ai l'habitude, est-ce qu'il peut demander à ce que l'animal ne soit pas stérilisé ? Non, c'est obligatoire. D'accord. C'est une des premières raisons des abandons. Ici, c'est notamment chez les chats. Les chats n'étant pas stérilisés, on se reçoit des centaines de chatons tous les ans. Du coup, nous, c'est obligatoire de stériliser les animaux pour éviter de reproduire ce genre de schéma. Et parce que ça prévient beaucoup de problèmes de santé aussi. Un chien par exemple, une chienne stérilisée, on est sûr qu'elle n'aura pas de cancer de tout ce qui est partie reproductive. D'accord. Et un chien stérilisé, ça évite la fugue, normalement. Hop, je te laisse rentrer. Donc là, c'est les chats en quarantaine, donc soit parce qu'ils arrivent de fourrière et que du coup, on fait d'abord quelques jours de surveillance avant de les mettre à adoption, soit parce qu'ils ont des maladies qui ne peuvent pas être traitées par des adoptants. Ou du moins pas tout de suite.
Ça me rappelle des souvenirs, moi, d'être dans une salle comme ça. Ah ouais. Mon pauvre chat, il était tombé du 4e étage, 2 semaines en clinique vétérinaire. Ah ouais. Ouais, mon petit père. Ouais. Ah, qu'est-ce que t'as, toi, par exemple? Là, il y a un coryza, un gros coryza. Ouais. Ça permet aussi, la quarantaine, ça permet aussi d'éviter la propagation de ce genre de maladie au niveau des chats qui sont, eux, possiblement à l'adoption. Parce que le coryza, ça se transmet comme pas possible. Donc on a 5-6 salles comme celle-ci, plus ou moins grandes, avec des chats qui attendent, même des chatons ici. Petit chaton, qu'est-ce que tu as, toi? Là, pareil, gros coryza. Il a des inhalations, donc c'est vraiment que là, le nez est bouché, quoi. Et notre problème avec le coryza, notamment pendant la période des chatons, lui, il est assez grand. Le coryza, ça se soignera. Des chatons qui ont même pas un mois, qui ont quelques jours ou quelques semaines, on ne peut pas leur faire des inhalations parce que c'est trop fort, on ne peut pas leur donner certains médicaments parce que ce sera trop fort aussi. Et malheureusement, on a un taux de mortalité très important chez les chatons à cause de ces maladies-là, parce que c'est des chatons qui ont été dehors, qui sont nés dehors, c'est des chatons qui ont été trouvés dans des caves, c'est la maman qui a été malade et qui a refilé à ses petits. Et malheureusement, quand ils sont trop petits, c'est pas possible de soigner ce genre de choses. Donc on fait ce qu'on peut, on essaie de déboucher leur nez, on fait tout pour les sauver, on donne tout, mais malheureusement, quand c'est trop fort, quoi. Même nous, on peut pas réussir à tout sauver. Mais je vais vous les montrer aussi, les chatons, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir droit à des chatons. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de cœur dans le chat. Attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas un jouet, pas une peluche. C'est un roux. Non, nous, on fait attention. Les gens qui sont avec nous, ils sont responsables. Très bien. Qu'est-ce qu'on demande? Parce que par exemple, tu vois, j'ai bizarrement beaucoup de gens qui me disent je voudrais un chaton pour mes enfants. Pour que mes enfants ils jouent avec, ce genre de choses. Et donc, Ce ne sont pas des jouets. encore une fois, acheter une peluche, acheter un jouet, mais on rappelle que c'est un animal, qu'il a ses humeurs, il a sa personnalité, il a ses émotions, donc il a du stress aussi. Et là, vous accueillez un être vivant dans votre foyer, donc un membre de la famille, pas un jouet. Surtout que le chaton, comme je disais tout à l'heure, au bout d'un moment, il sera grand. Donc là, je vais t'emmener chez les NAC. Donc, ce qu'on appelle NAC, c'est Nouveaux Animaux de Compagnie. Donc c'est tout ce dont je te parlais tout à l'heure, lapins, etc. Ah oui, et les chiens aussi, pour nos plus vieux. Enfin, pas que les plus vieux, des fois aussi des chiens qui ont besoin d'attention, qui ont du mal à la vie dehors. On les prend avec nous dans les bureaux. D'accord. Donc là, par exemple, on a Piscou, qui est un petit caniche qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il voit plus grand-chose. Oh. Il a quel âge? Là-bas, on a Milly, qui est là depuis longtemps aussi, qui est diabétique. Donc elle a besoin d'une injection le matin, une injection le soir, et qui est complètement aveugle. Donc les gens la trouvent très mignonne, mais ne veulent pas avoir... C'est beaucoup de responsabilité. Donc là, je suis désolée, c'est un peu compliqué. Un peu le bordel, mais malheureusement, hier, on a reçu un abandon de cochons d'Inde et en fait, nous, on n'a plus la place. Donc là, on essaie de faire comme on peut. J'ai vu des chambres dans un état pire, ça va. Mais là, en fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas voulu refuser les cochons d'Inde parce qu'ils étaient dans un état, ils avaient un coup de chaud. Et on avait peur qu'ils meurent si on les refuse. Du coup, on les a pris avec nous, mais on n'a plus de place. Donc c'est très compliqué. Si vous voulez des cochons d'Inde, n'hésitez pas à passer à Gennevilliers. Hein. Petite note, les cochons d'Inde, c'est par deux. D'accord, forcément. Ouais, en fait, un cochon d'Inde seul, ça a tendance à faire de la dépression. Donc les cochons d'Inde, toujours par deux. Alors oui, ça risque de couper un petit peu les gens, la connexion est faible, c'est Twitch qui me l'indique. Ah d'accord. Bon, Donc voilà, ici, vous avez un exemple des chatons.
qui sont arrivés du coup hier pour ceux-là. S'il y en a qui jouent à Overwatch, ils comprendront mes références. Ils sont arrivés hier, c'est-là. Alors celui-là, il est arrivé, il a été trouvé dans un centre commercial. Alors je disais tout à l'heure, on ne prend pas les animaux trouvés, les chatons qui sont pas pucés, on les prend. Tout simplement parce qu'il faut qu'on les soigne tout de suite. D'accord. Pour éviter qu'ils aient des soucis. Et on sait que potentiellement ils appartiennent pas à quelqu'un, vu les endroits où ils sont trouvés. Lui, trouvé du coup dans un centre commercial, et Ita ici qui a été trouvé dans le capot d'une voiture. La première chose à vérifier, surtout l'hiver, hein, vous le savez bien. Coucou. Et du coup, lui par exemple, il est en bonne santé, mais il n'est pas encore assez âgé pour être à l'adoption. Donc, pour l'instant, on va lui chercher une famille relais qui va s'en occuper le temps du sevrage et qui va nous le ramener quand il pourra être mis à l'adoption. D'accord. Donc lui, là, il va bientôt partir dans une famille pour attendre son moment à lui. Ça nous évite d'avoir trop de chatons ici. Au moins, eux, ils sont dans une famille qui peut s'occuper d'eux. Alors attention ici, si tu filmes, il y en a un, je sais que si vous avez le petit cœur pas trop attaché, et c'est aussi un des cas qu'on retrouve souvent, c'est que malheureusement le coryza, quand il attaque les chatons, ça peut leur crever les yeux. Donc là, je crois que c'est celui qui mange d'ailleurs, il a un œil qui n'est plus là. Ah, ouais, je vois ça. Oui, il a pas tout qui dépasse. De loin, vous le verrez pas trop, mais c'est ce petit bonhomme là. Il lui manque l'œil gauche. Et on en a plus que ce qu'on pense, ce genre de choses. Moi-même, j'ai adopté un chaton qui avait un coryza tellement fort que ses 2 yeux ont été infectés. Du coup, on lui a retiré. Mais là, il se dit très bien. Il a plus ses yeux, mais il vit très bien. Ah, malheureusement, des petites bestioles comme ça, j'en ai vu beaucoup, surtout en Algérie. Ah ouais. Dans les rues, ça pullule malheureusement. Donc là, cochon d'Inde. Et on a en lapin, il nous en reste que 2 du coup. Lapinou aussi qui a été abandonné, je cite, parce que il fait pas de câlin. Donc bon voilà. Et ici, Lily qui vient de Fourrière, il me semble, qui a une sacrée tignasse. Donc pareil, les lapins, beaucoup de gens viennent avec leurs enfants, ou même les cochons d'Inde, en se disant c'est facile. Ouh boubou alors, craintif toi. Et en fait, non, c'est pas facile du tout. Ça demande beaucoup de travail. Déjà, le changement de la cage, ça se fait pas qu'une fois par semaine. Il faut au moins 2 fois par semaine, je dirais. Et c'est toujours des animaux qui ont des émotions, c'est toujours des animaux qui ont leur personnalité. Donc il faut la prendre en compte. Là, par exemple, la Pinou, effectivement, elle ne fait pas de câlin. Elle aime pas ça. Faut pas la forcer. Donc encore une fois, c'est pas des pluches. Même si pour les animaleries qui vendent des lapins, ils les vendent aux familles un peu comme ça. Mais c'est pas des pluches, ils ont aussi leur caractère et faut le prendre en compte. Donc faire attention. Et les frais vétérinaires d'un lapin, ils sont pas moindres. C'est des animaux qui sont cardiaques, c'est des animaux qui ont des problèmes notamment intestinaux. Et ça peut très très vite grimper et c'est pas parce que c'est un lapin qu'il faut pas s'en occuper quoi. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était un petit cochon tellement il était rose. Je vais vous montrer notre rat. Ici, on a un cochon d'Inde, il n'est pas à l'adoption parce qu'il a eu la gale, on s'en occupe, il a complètement il a des médicaments à prendre, des injections, etc. Là, il va pas se montrer parce qu'il n'est pas... Il doit être en train de dormir en dessous. Mais pareil, on s'occupe aussi des petits animaux. Ici, on a un hamster qui s'appelle Pouic. Et lui, il dort du coup parce que les hamsters, c'est nocturne. Et pareil, il a une plaie, donc on s'en occupe. Rasputin. Et là, on a un chat, n'importe quoi, un rat albinos. Viens, pépère. Je sais pas si tu le vois, ouais. Un petit peu. J'arrive à... Lui, il a 6 mois, je crois. Mais il est tout jeune. Et donc il a les yeux rouges parce qu'il est... 6 mois tout jeune. Un rat, ça a combien d'espérance de vie? Je pensais 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je t'avoue que les rats, je sais plus. Les lapins, ça peut aller loin. Cochon d'Inde, ça peut aller à 8 ans. Hein. Oui, quand même. Je me disais bien que j'entendais des miaou tout petits. Et là, petits. Là, tu vois, ils sont tout petits. Tu vois, là, on a des tout petits. On a encore plus petits, hein, vraiment. Ah oui. Pas en ce moment, mais on a déjà eu vraiment des trucs de cette taille-là, tu vois. Une semaine, même pas, quoi. Ouais, même 3 jours.
Et ceux-là, ils sont vraiment tout petits, t'as vu leur état. Donc là, on les soigne en ce moment, ils ont plein de problèmes. Ils ont la diarrhée. Ouais. Eux, ils prennent du lait. C'est encore des tout petits et bah là, on donne tout quoi. On donne tout pour qu'ils puissent être guéris. Donc ceux-là, on les garde ici parce qu'ils ont un suivi vétérinaire qui est important pour l'instant. Et sinon, les tout petits qu'il faut biberonner, il faut savoir qu'il faut les biberonner toutes les 2 heures, même la nuit. Donc c'est un gros boulot et là, on fait appel à des familles relais vraiment parce que nous, on peut pas être là la nuit quoi. Et si pas de famille relais se présente, c'est quelqu'un du staff qui prend les chats. Alors, on me demande est-ce qu'il y a des animaux de type reptile. Ça, on l'a expliqué tout à l'heure, il n'y en aura pas dans ce refuge. Voilà. Mais il y a certains refuges où il y en a. Non, parce que là, il faudrait des vivariums, vraiment des structures. Des animaux de ferme, oui, c'est pareil. Tu en auras dans d'autres refuges en province. Là, en Ile-de-France, tu n'en trouveras pas. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. On a fait à peu près le tour de l'endroit. Alors, on avait une petite coupure, je pense, étant donné que on est à un endroit avec connexion faible. Je vais voir les questions. Alors. Bon, je pense qu'on va encore poser quelques questions et on va s'arrêter là. Je ne vais pas monopoliser plus ton temps. Alors, donc la question suivante, c'était si une personne adopte un animal dans un refuge à la SPA et finit par l'abandonner à nouveau ou le maltraiter, qu'est-ce qui se passe pour l'animal? Est-ce que la SPA le récupère à nouveau? De toute façon, ils reviennent vers nous en général, les gens. En fait, ils nous envoient un mail, ils nous disent ça va pas du tout et ils nous le ramènent. Nous, on essaye quand même de dire qu'est-ce qui va pas. On essaye de leur donner des conseils. On leur propose même une comportementaliste parce qu'ici, on en a une qui est bénévole au refuge et on donne son contact. Après, les gens, s'ils veulent ramener, on leur dit de ramener-le au plus vite. Ça sert à rien qu'il reste plus longtemps avec vous. Nous, on le reprend, on le remet à l'adoption. Donc ça s'appelle un retour d'adoption. Si c'est fait on va dire, quand ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Si ça fait 3-4 mois qu'ils l'ont, voire plus, là, ça devient un vrai abandon avec les frais d'abandon qui vont avec, etc. D'accord. Pour l'instant, moi, je suis là depuis janvier. J'ai fait une reconversion professionnelle. Le retour le plus rapide que j'ai vu, c'était une demi-heure. Ah oui, l'animal est monté dans la voiture, ils se sont fait non, c'est pas possible, ils l'ont ramené. En fait, on préconise aux gens de ne pas faire rencontrer des chiens, etc. Tout de suite après, parce que les chiens sont très frustrés, ils sont montés en excitation. Donc il faut vraiment qu'ils soient apaisés. Et là, pour le coup, il y a un chien qui n'était pas attaché, qui est venu, ils sont allés dans un parc. Il y a un chien qui est venu, il n'était pas attaché, il s'est présenté devant le chien l'a attaqué. Donc les gens ont pris peur, ils nous l'ont ramené tout de suite après. D'accord. Mais des fois on a des retours vraiment au bout de 2 jours, je sais pas, j'ai pas envie non plus de tout dévoiler, mais il y a des raisons ridicule. Ouais. Donc, voilà. Mais les retours en général dépassent pas une semaine. Il faut bien savoir qu'un animal, parce que en fait les gens quand ils adoptent, pour les gens qui font des retours, ils pensent qu'ils vont avoir l'animal parfait, qu'il va arriver chez eux et que c'est magnifique. Et le problème c'est qu'un chien, et même un chat, pour s'adapter à son nouveau foyer, il faut minimum 3 mois. Au bout de 3 mois, il commence à se sentir chez lui. Et ça, les gens n'en ont pas conscience, pourtant on leur explique, on fait des conseils d'arrivée qui durent une demi-heure avec eux, vraiment voire en plus, pour bien leur expliquer comment ça se passe. Un animal faut imaginer, un animal, il est là, il est dans un environnement hyper stressant, il entend tous ses congénères, que ce soit miauler ou aboyer. Il va dans une famille qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas, dans une maison ou un appartement qu'il ne connaît pas. On ne peut pas s'attendre d'un animal qui soit complètement heureux d'arriver là et complètement reconnaissant dès les premiers jours, c'est pas possible. C'est un animal qui est hyper stressé. En fait, il faut vraiment se mettre à la place, dans la tête d'un être vivant en fait. Si vous êtes en prison, je sais pas, et que d'un coup vous vous retrouvez avec des gens que vous connaissez pas, vous devez leur faire confiance. Vous êtes dans une maison, vous devez vous retrouver vos marques, vous devez connaître le rythme de vie qu'on vous impose. Parce que là c'est ça, on impose quand même un mode de vie à un animal.
forcément, tout de suite, on n'est pas complètement apaisé, quoi. Donc, 3 mois, c'est le minimum. Ouais, donner un exemple, demain tu te retrouves à la rue sans personne, après-demain tu as une famille qui t'emmène dans un autre pays qui ne parle pas ta langue. Oui, voilà. En 2 jours, tu vas clairement pas te sentir comme chez toi. Ah non, non, voilà. Donc, mais les gens n'ont pas de patience pour ceux qui font des retours, encore une fois. Après, il y a des gens qui ont des soucis, qui nous appellent, on leur donne des conseils, on leur réexplique que ça prend du temps et là, ça va. Mais c'est quelque chose qui a du mal à rentrer. J'avais une autre question, on me parle de frais de stérilisation. Ce qui est castration, est-ce que les frais de castration pour les chats par exemple, vu qu'on sait le nombre de portées que cela peut engendrer, est-ce que ça diffère selon les associations? Alors nous, il faut savoir que du coup, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas stériliser vos animaux. Par contre, ici, quand vous adoptez un animal, les frais d'adoption, donc chien c'est 250, chat c'est 150, mais les frais d'adoption couvrent vaccination, identification, donc mettre la puce, et stérilisation. Donc il faut savoir que c'est beaucoup plus cher chez un vétérinaire. Et encore une fois, il y a les dispensaires qui peuvent vous aider. Donc il n'y a pas que les dispensaires SPA, il y a d'autres dispensaires, d'autres associations. Donc il faut voir directement avec eux, je n'ai pas les tarifs en tête, mais c'est moins cher qu'un vétérinaire. Ah oui, clairement, sachant qu'en plus, si vous achetez en animalerie, vous aurez le prix de l'animal. Après, tous les prix vétérinaires sont à vos frais. Forcément, là, ça va beaucoup plus chiffrer. Donc. Si je peux me permettre, en animalerie, bon, ça va être interdit dans pas très longtemps. En animalerie, c'est des animaux, beaucoup qui viennent des pays de l'Est, qui viennent pas vraiment d'élevage. C'est des animaux un peu passés illégalement. Et beaucoup sont malades parce qu'il n'y a pas de suivi vétérinaire là-bas. Donc il faut faire très attention à ce que vous faites. Je pense beaucoup aux NAC. Il y a beaucoup de NAC qui sont malades quand ils sont achetés en animalerie. Donc faites très attention. Ok, merci. Alors, la question pas le bon suivante. coin. Le bon coin, c'est illégal. De toute façon, en général, passer par un particulier comme ça, moi, j'aurais pas confiance. Hein. Non, mais c'est en plus, la cession n'est pas faite de façon très légale. Vraiment, donc le bon coin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais si je le prends en animalerie, je le sauve. Ouais, mais si je le prends sur le bon coin, je le sauve. Ouais, vous le sauvez peut-être, mais en attendant, vous avez quand même donné de l'argent à une animalerie ou à cette personne, et du coup, vous participez pas à arrêter ce genre de pratique. Puis surtout, est-ce que les papiers après sont valides ou autres? On a plein de gens qui viennent ici, ils disent j'aimerais abandonner mon animal. Ah, mais vous n'êtes pas le propriétaire c'est monsieur machin ou madame machin. Ah oui, mais du coup, moi je l'ai depuis 3 ans le chien. Bah ouais, mais vous n'avez pas fait la cession ou alors c'est fait illégalement, donc ça marche pas. Forcément. Alors j'ai une question, c'est comment facilement approcher la SPA pour devenir bénévole ou ne serait-ce que agir pour la cause en dehors des dons autres. C'est ce qui est possible de faire des dons ou juste de la participation du genre moi ce soir je veux venir dire est-ce que je peux aider à nettoyer les cages ou autre même si je suis pas bénévole. Alors pour être bénévole, il faut nous envoyer un mail tout simplement. Alors nous ici, on nous envoie un mail, on vous envoie un formulaire et après on fait une session de formation en fonction de chat, chien ou NAC. Tous les refuges ont leur façon de gérer les bénévoles différemment. Nous, c'est le site qui a le plus d'affluence, avec un volume qui est assez gros. Donc on a besoin de régularité et de faire vraiment des sessions de formation pour être carré à fond. Je sais qu'il y a d'autres refuges où c'est plus vous venez quand vous avez le temps. Ici, on peut pas se permettre ça, on a besoin de planning, etc. Donc voilà. Mais sinon, contactez les refuges de votre région, voyez avec eux comment ils s'organisent, et il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les dons, allez dans les refuges avec ce que vous voulez donner, et on est là. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on peut juste pas prendre les paquets de croquettes ouverts pour des raisons sanitaires, ni les médicaments pour des questions de traçabilité et de loi. Donc sinon, si vous voulez ramener des friandises, des paquets neufs, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des refuges aussi pour leur demander ce dont ils ont besoin à l'heure actuelle. Par exemple, nous, actuellement, on a besoin de plaids pour les chatons. Donc on va dire aux gens, si vous voulez nous prendre quelque chose, plutôt des plaids. Donc voilà. Ok, parfait. Il est quelle heure? 11h48, on a encore une petite dizaine de minutes pour les questions. Si vous avez des questions, sinon les modos, si vous pouvez m'envoyer la question suivante. Quelqu'un qui dit déjà que je suis contre les zoos alors que les animaleries c'est la même merde pour moi. Tout ce qui est bas de cas litière également, litière non ouverte. La litière, si elle est ouverte, c'est pas grave. Ok. Alors, la question suivante, c'est un bénévole, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à un salarié? Quelle est sa responsabilité?
Les bénévoles, ils participent à promener les chiens, notamment parce que les salariés ici, les agents de chenil, ils doivent nettoyer, ils doivent faire les soins et tout ça. Donc les bénévoles, ils aident beaucoup à sortir les animaux pour les détendre un peu. À l'accueil, ils nous aident à répondre au téléphone, à accueillir les gens. Chez les NAC, ils nettoient les cages des NAC parce que les NAC sont la responsabilité des agents d'accueil. Et pour les chats, c'est aider au nettoyage, principalement. Donc, des tâches en soi simples, mais qui quand même permettent de libérer un petit peu de fardeau pour les salariés. Tout à fait, et qui doivent être faits quotidiennement. D'accord. Il n'y a en aucun cas un jour on va dire bon on ne nettoie pas cette cage-là. Tous les jours, tout est nettoyé, tout est changé. D'accord. Alors, on me demande quels sont les postes à promouvoir dans une SPA en tant que salarié. Déjà, j'ai vu sur le site internet moi qu'il y avait plusieurs offres, mais sinon est-ce que, moi ça me fait venir une question, on peut venir avec un CV, dire voilà j'ai travaillé dans tel ou tel domaine, est-ce qu'il y aurait un poste disponible pour... Oui, vous pouvez. Alors après c'est vrai que si on ne met pas de poste à pourvoir, en général c'est qu'il n'y en a pas. D'accord. Là actuellement nous on cherche de l'aide à l'accueil, notamment pour cet été. Et du coup les postes sont sur le site de la SPA, donc c'est vraiment sur le site de la SPA, côté job, vous verrez, et puis des postes à pourvoir. Mais juste pour donner une idée, les salariés, même le bénévole, pour la plupart d'entre nous, on ne vient pas du milieu. Je parle beaucoup de ce qu'on faisait avant avec mes collègues et en fait on se rend compte que pratiquement aucun d'entre nous venait du milieu. Toi tu travailles en tant que bénévole ici? Non, moi je suis salarié. Salarié? Ouais, j'ai D'accord. fait une vraie reconversion professionnelle pour bosser. Moi je faisais de l'audiovisuel avant et je suis arrivée ici. D'accord. Okay. Alors ensuite on a une petite question sur les chiffres, surtout pour l'abandon. C'est plus on va dire de l'éthique. Alors c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour l'abandon. Oui, est-ce sur la voiture. que tu as déjà vu une peine de ce genre être appliquée? Non, parce que déjà faut le voir. C'est compliqué. C'est du flagrant délit quoi. Tu peux pas. Admettons, tu trouves un chien dans la rue, il est pucé et tu as le nom du propriétaire. Je sais pas s'il l'a abandonné, peut-être qu'il l'a perdu. Puis bon, si lui, admettons, il l'a abandonné et qu'il dit non, je l'ai perdu, tu peux pas savoir. Donc en fait, cette loi, elle est un peu bizarre parce que il faut vraiment rattraper en flagrant délit. Nous ici, quand les gens ils viennent abandonner des animaux, évidemment, il n'y a pas cette peine-là. Ils font ça dans les règles. Donc il y a des frais d'abandon qui sont normalement de 80 €. Après, on n'est pas des monstres. Si on voit que la situation c'est j'ai été viré de chez moi, voilà, c'est ce qu'on fait. Oui, c'est pas un SDF qui se retrouve dans une situation terrible. Lui mettre une amende, ça va servir à rien. Donc évidemment, mais tu vois, cet été, il y aura plein de boîtes déposées devant la porte. Et on en a déjà eu des animaux déposés devant la porte. On ne peut pas mettre 30 000 € d'amende, on ne sait pas de qui vient. Du coup, la suite, c'était est-ce que tu estimes que c'est assez dissuasif de mettre une amende ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure solution pour lutter contre l'abandon? Par exemple, une prime pour ceux qui viennent adopter un animal de l'État ou quelque chose comme ça? Je sais pas si une prime... Parce que pareil, tu mets une prime aux gens qui viennent adopter des animaux, il y a des gens qui viennent adopter des animaux, ils empochent la prime, ils viennent leur donner derrière. Moi je vois tout le mauvais côté du truc. Oui, c'est sûr. Après, forcément, avec un suivi ou autre, s'assurer que l'animal est bien resté à la maison ou Oui, ça après sûr, ça a travaillé. Mais après les gens peuvent... tu sais, nous on fait des formulaires, on discute avec les gens, mais qui dit que les gens ne mentent pas, il y a tout, il y a tout partout. Dissuasif non, parce que comme je disais juste avant, on ne sait jamais. Si on n'attrape pas la personne qui abandonne l'animal en flagrant délit, je pense pas que ça dissuade. Sinon, il n'y aurait pas autant d'abandon l'été. forcément. Les solutions, je suis pas en train de courir pour la présidentielle, je ne les ai pas, mais je ne sais pas exactement comment il faudrait faire. Nous, on essaye au maximum de sensibiliser. Nous, c'est notre combat, on sensibilise, on ne veut pas prendre les gens pour des monstres non plus. On n'est pas, tu vois, quand les gens ils viennent abandonner, on n'est pas là pour juger. On essaye de sensibiliser la personne, on discute beaucoup avec, on essaie de comprendre. La plupart des abandons, les gens qui viennent jusqu'ici, sont responsables. La façon dont ils ont eu l'animal ne l'est pas. Donc finalement, le fait qu'ils viennent abandonner, c'est une très bonne démarche, c'est une bonne chose. Et ce que tu apprends, c'est que la façon dont ils ont eu l'animal n'est pas la bonne.
et que c'est là qu'ils auraient dû réfléchir. Par exemple, quand les gens ils partent en vacances et qu'ils abandonnent les animaux, et tu fais bah pourquoi tu n'y as pas réfléchi avant? C'est quand même une des choses qui te vient à l'esprit normalement avant d'avoir un animal. Ça tombe. En fait, tu as fait 2 remarques qui font des transitions sur 2 de mes questions, donc je me dis, est-ce que tu es dans ma tête actuellement? Parce que j'avais une question du genre, je l'ai plus sous les yeux, mais imaginons, prenons un exemple, je compte partir en vacances, mais pour moi, abandonner mon animal, c'est juste pas imaginable. Est-ce que la SPA propose des solutions, propose des conseils ou autres, laisser chez quelqu'un, ou est-ce qu'il existe une solution pour ceux qui veulent partir en vacances? Il y en a toujours. Alors nous, la SPA, on ne peut pas prendre des animaux le temps que vous partez en vacances. C'est pas possible. On n'est pas là pour ça, c'est pas notre métier. Il y a des pensions animales qui existent. C'est pas la meilleure solution, mais ça existe. Il y a des pet-sitters qui peuvent s'occuper de vos animaux. Il y a des sites qui sont très bien, mais des pet-sitters pas trop chers et professionnels. J'ai pas le droit de donner des noms. Vous chercherez vous-même. Sinon, je sais pas, quand vous prenez un animal, pensez directement à si je suis pas là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vous avez des proches? Est-ce que vous avez de la famille, des amis qui peuvent le garder? Est-ce que vous êtes entretenu avec eux au cas où? Est-ce qu'il y a des sites qui proposent même des services gratuits pour garder pendant longtemps, mais c'est possible aussi. Voilà, donc il faut se renseigner un maximum et pas prendre un animal sans réfléchir à ce genre de choses, parce que je le dis, ça va servir à rien parce que cet été il y aura plein de choses, il y aura plein d'abandons, mais voilà, c'est quand vous prenez un animal au-delà des vacances, pensez à tout ce que ça implique, que ce soit à frais, parce qu'il y a les frais vétérinaires, il y a les croquettes, il y a des jeux que vous allez acheter, peut-être un comportementaliste s'il y a des problèmes. Donc pensez déjà que ça va coûter cher, comme un enfant en fait. Et pensez à tout quand vous êtes au travail, qu'est-ce qui se passe? Quand vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? Si à un moment le chien il fait une bêtise, s'il détruit un meuble, va falloir peut-être le racheter. Il y a plein de choses, à prendre en compte, donc il faut vraiment réfléchir à l'arrivée d'un être vivant. C'est pas je prends un animal, j'ai envie d'un chien, c'est réfléchissez à l'arrivée d'un être vivant chez vous en fait. Et alors, avec tout ce que ça implique. Clairement. J'ai Mayanne qui me dit que la SPA du côté de chez elle, ils le font ça, de garder les animaux pour les vacances. C'est ce que tu es en train de me dire, Mayanne, c'est bien ça, si tu peux me confirmer. Écoute, c'est une info que je n'avais pas. En tout cas, nous ici à Gennevilliers, on ne fait pas. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi sur une question qu'elle-même se posait. C'est est-ce que les SPA, les différents refuges, sont indépendants? Est-ce que comment ça se gère à Gennevilliers? Ça peut se gérer de la même façon à Bordeaux ou autre? Je pense qu'on a chacun notre façon de fonctionner, avec quand même des règles qui sont un peu les mêmes. Communes, forcément. Mais on a chacun un peu notre façon de gérer les choses, je pense. Après, nous, entre refuges, on discute entre nous. Je vois les refuges d'Île-de-France, ils sont en connexion quand même pas mal. Là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on a eu plein de cochons d'un coup, on n'a plus de place. Ce matin, on appelle le refuge de Chamarande. Vous pouvez nous prendre quelques cochons d'Inde pour nous alléger. Allez, transfert, il y en a un qui est venu, qui est reparti avec les cochons d'Inde. On s'entraîne. Et on a des refuges, des fois ils disent moi j'ai des chiens, ils doivent être mis en campagne. Et là on est en pleine ville, est-ce que je peux le transférer dans un refuge où c'est plus campagne, tout ça? Et en fait on fait des transferts comme ça, on s'entraide. Ok, nickel. Alors je vais garder un œil sur l'heure, il va être 11h57. Il y aurait peut-être le temps pour une petite dernière question, si quelqu'un a une question ou si vous pouvez... je vois une question. Est-ce que pour sensibiliser les plus jeunes, il y a des interventions dans les écoles, les collèges et les lycées? En ce moment, je sais qu'on accueille des jeunes, là, des écoles qui sont venus visiter le refuge avec une de nos bénévoles qui leur a tout expliqué. Donc on essaie de sensibiliser quand même pas mal. Après, c'est plutôt les écoles qui choisissent de venir, je pense. Nous, on a tellement de choses à penser, c'est un peu compliqué. Mais je sais que sur les réseaux, on essaie de sensibiliser aussi. Et là, j'essaye de faire de la sensibilisation sur des réseaux un peu plus jeunes comme TikTok pour la SPA, pour qu'on puisse aussi effectivement sensibiliser de plus en plus jeunes pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que peut-être les générations actuellement. Mais on essaye aussi de sensibiliser ces gens-là. De toute façon, il faut qu'on touche tout le monde, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc nous, on sensibilise sur à peu près tous les réseaux. Je sais qu'on a Facebook, Instagram, j'ai cru entendre qu'on allait quand même se lancer sur TikTok, parce que c'était en parler. On n'est pas sur... alors la SPA en général est sur Twitter, mais pas les refuges.
Mais même 30 millions d'amis essayent de sensibiliser beaucoup sur la question. Donc on passe par les médias. Nous, on sensibilise directement au refuge dès que les gens passent, en discutant avec eux, que ce soit pour des adoptions, des abandons. Là, j'ai vu des écoles passer, donc vraiment, on essaye de faire venir tous ces petits mondes. Voilà quoi. On fait ce qu'on peut. Ah, forcément, hein. C'est déjà une très belle chose hein, quand on voit tout ce qui se passe. Ici que c'est compliqué de. Gênez-vous, là, on a dit il y a au moins une centaine d'animaux, une centaine de chiens, on a une centaine de chats en accueil maximal, d'autres, vous avez vu, hein, comme moi. Donc forcément. Vous êtes à peu près combien à travailler ici, ça me fait me demander? Alors, Gennevilliers, on est à peu près 25 salariés. D'accord. J'ai pas le nombre de bénévoles, mais il y en a beaucoup, ce qui nous aide beaucoup. Mais voilà, donc on est 4 à l'accueil, ce qui est énorme. Il n'y a pas des agents d'accueil partout, mais ici on a besoin. En chenil, je crois qu'ils sont bien un peu moins d'une dizaine, hein, je pense. En Châterie, il y a 3 salariés, mais beaucoup de bénévoles. Et on a l'équipe vétérinaire avec les vétérinaires principaux et les assistants vétérinaires. Excusez-moi. Pas de souci. Bah, il est pile poil midi, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toutes les informations, merci pour le tour. Y a pas de souci. Et n'hésitez pas, donnez. Il faut qu'on atteigne le goal de 5000. Maïane, tu peux me dire, on est à combien là actuellement? C'est parce que j'ai pas la barre sur mon téléphone forcément. Actuellement, on est quasiment à 3500, 3485 merci. exactement. Merci et n'hésitez pas hein, si vous avez des dons, genre plaid, nourriture, ce genre de choses. On prend aussi, c'est tout aussi efficace que l'argent. Nickel. Bon, n'hésitez pas à lancer vos lives, vous de votre côté, moi je vais couper là. Et à plus tard tout le monde.